Ces F-5 sud-vietnamiens armés partent en mission d'attaque. Ces appareils répondaient à un cahier des charges très précis. Ils devaient être petits, légers et peu coûteux. Ils étaient le premier armement développé par les États-Unis dans le cadre de leur programme d'assistance militaire. Ils étaient destinés à des petits pays alliés des États-Unis. Une vingtaine d'États utilisera le Northrop F-5 Freedom. Par rapport aux autres chasseurs, le F-5 était à contre-courant. Les autres constructeurs fabriquaient des appareils de plus en plus gros et de plus en plus compliqués. Après la guerre de Corée, les États-Unis ont réévalué leurs besoins et ont dégagé des fonds pour se lancer dans la course à la technologie. Les progrès réalisés dans le domaine de l'électronique embarquée, dans celui des missiles et dans celui des moteurs, ont eu tendance à faire grossir les avions de combat. Mais Northrop n'a pas pris cette voie. Les ingénieurs de son bureau d'études ont tout remis à plat. Leur analyse de base était d'en rester un appareil de petite taille. Cette remise en cause a donné naissance à toute la famille des F-5. Elle a également eu ensuite une grande influence sur l'évolution des avions de chasse. Le F-5 devait jouer un rôle modeste, cela ne l'a pas empêché d'être un véritable chef-d'œuvre. C'était un appareil remarquablement maniable et redoutablement efficace. Ces appareils sont des F-5C, des versions peu courantes. 19 F-5 avaient été rééquipés pour permettre à l'Air Force de procéder à des évaluations au Vietnam. Leurs modifications leur ont donné droit à cette appellation différente, mais ils étaient beaucoup plus connus sous le nom de Scoshy Tigers. Quand l'US Air Force les a abandonnés, ils ont été remis à l'armée de l'air sud-vietnamienne. Ils ont été les premiers jets modernes de ce pays. Les Vietnamiens ont disposé au total d'environ 200 F-5. L'utilisation des Freedom au Vietnam a confirmé leur efficacité. Elle a aussi démontré comment ils pouvaient renforcer la capacité opérationnelle d'un petit pays. Les commandes se sont alors mises à affluer chez Northrop et les F-5 se sont répandus dans le monde entier. En action, la précision de ce petit avion se combinait bien avec la combativité des pilotes vietnamiens, particulièrement dans les missions d'appui-sol. Le F-5 ne pouvait décoller qu'avec une charge limitée, mais cela était compensé par sa précision. La réussite des F-5 au Vietnam souligne la qualité du travail de Northrop. C'était un avion simple et facile à entretenir. Sa fiabilité lui donnait un avantage sur d'autres types d'appareils. Statistiquement, cet avion était le plus disponible et celui qui nécessitait le moins d'heures de maintenance. Ses équipages appréciaient sa facilité de pilotage, son agilité et sa précision d'attaque. Mais comme il n'a été que très rarement engagé dans des combats rapprochés, il n'a guère eu l'occasion de faire la preuve de sa fantastique agilité. Ses capacités ne seront pleinement reconnues que 10 ans après le Vietnam. Le développement du F-5 remonte à 1955, année où Northrop termine la première phase des études du N-156. Il devait servir de point de départ au développement d'un avion d'entraînement supersonique ou bien d'un chasseur léger. L'US Air Force ne voulait pas entendre parler d'un petit avion de combat, mais elle s'est intéressée à ce projet en tant qu'avion d'entraînement.
Le feu vert pour la fabrication de prototypes est donné le 15 juin 1956. Ce sera le T-38 Talon. Le premier T-38 décolle le 10 avril 1959. C'était le début de ces essais qui se sont déroulés sans problème. Il a été le premier appareil supersonique à ne subir aucun accident grave au cours de ces essais. Il n'a pas fallu modifier son aérodynamique car elle ne présentait aucun défaut. Le T-38 a tout de suite eu la réputation d'un avion qui pardonnait beaucoup et dont le comportement en vol était exceptionnel. Après la réussite de ses premiers vols, des commandes plus importantes sont signées et sa production passe en octobre 1959 de 2 à 10 par mois. Northrop a fabriqué au total 1200 T-38. Parallèlement, Northrop a continué de financer à ses frais la version chasseur de cet appareil en l'adaptant à ce nouveau marché des pays alliés des États-Unis aux ressources limitées. C'était un pari, mais un pari réaliste. Pour les responsables de la défense américaine, il était normal de soutenir leurs alliés en leur fournissant du matériel et de préférence du matériel moderne. Un allié équipé de matériel dépassé est un mauvais allié. En mai 1958, Northrop est autorisé à lancer la fabrication de 3 prototypes de son N-156 version chasseur. L'outillage déjà existant pour le T-38 lui a permis d'aller assez vite. Il ne lui faudra que 14 mois pour faire décoller un premier appareil. Malgré des essais réussis, l'US Air Force ne voulait toujours pas d'un avion qu'elle jugeait trop petit pour elle et il n'existait pas de programme pour financer un projet destiné à l'exportation. Il n'y aura que 2 prototypes réalisés, le 3e, à moitié construit, sera mis de côté. L'armée de terre américaine s'est intéressée pendant un temps à ce projet pour l'attaque au sol et l'appui tactique. Mis en compétition avec d'autres avions, le N-156F s'est révélé exceptionnel. Sa fiabilité et sa facilité d'entretien ont aussi fait une forte impression. Mais tout a été annulé car l'US Air Force considérait que le déploiement d'un appareil de ce type était de sa seule compétence et elle n'en voulait pas pour elle-même. Le projet N-156 n'en finissait pas d'aboutir. Northrop était persuadé de tenir un avion formidable. Tous ceux qui s'en étaient approchés avaient été impressionnés, mais il n'y avait personne pour l'acheter. Il faudra attendre mai 1962, près de 3 ans après son premier vol, pour un premier aboutissement. Le département de la Défense avait réanalysé les besoins de ses alliés. La pratique jusque-là était de fournir aux pays les moins riches de vieux jets dont l'US Air Force ne voulait plus. Économiquement, c'était une erreur. En fait, ces pays avaient besoin de l'appareil conçu par Northrop. L'administration Kennedy s'étant engagée à maintenir la liberté à n'importe quel prix, y compris en rééquipant rapidement les armées des pays alliés, le N-156 était le seul projet américain sérieux d'avion de combat léger et peu coûteux. Il sera choisi comme arme de défense pour les pays qui participaient au programme d'assistance militaire. Le programme est finalisé en octobre 1962. Le N-156F est commandé en 2 versions, monoplace pour le combat et biplace pour l'entraînement. Dans la nomenclature de l'Air Force, ce seront les F-5A et F-5B.
Le troisième prototype du N156F a été terminé conformément à de nouvelles spécifications. Ce sera le YF-5A. Il décolle pour la première fois le 31 juillet 1963. Hang Shuto, le pilote d'essai de Northrop, est à ses commandes. Ce vol va se passer sans incident. Comme ceux du T-38 et du N156, son programme d'essai s'est déroulé sans aucun problème. L'appareil sera très peu modifié, il recevra seulement un réacteur plus puissant et une charge militaire plus importante. Il sera aussi équipé d'un train d'atterrissage plus solide pour pouvoir se poser sur des terrains de fortune. Malgré une charge plus importante et des moteurs plus lourds, le F-5 restait minuscule comparé aux autres appareils de chasse de cette époque. Par exemple, il était 3 fois moins lourd qu'un F-4 Phantom. Sa petite taille n'a été possible que grâce à ses moteurs. Les ingénieurs de Northrop avaient compris l'intérêt qu'il y avait à développer des petits réacteurs. Ce type de moteur avait été mis au point à l'origine pour les missiles. Mais pour les ingénieurs de Northrop, de tels propulseurs offraient la possibilité de réduire le rapport poids-poussée et d'améliorer la sécurité en prévoyant deux. Ces deux réacteurs sont côte à côte à l'arrière de son fuselage. Chacun ne pèse que 250 kg post-combustion comprise et délivre une poussée de 1800 kg. Ils étaient accrochés sur deux rails, il suffisait de 20 minutes à 3 personnes pour remplacer un moteur. Un des principes qui avait guidé Northrop tout au long de la conception de cet avion était la simplification de son entretien. Il n'avait pas non plus d'électronique embarquée compliquée. Sa très grande disponibilité opérationnelle s'explique en grande partie par sa simplicité et sa facilité d'entretien. Il est à l'opposé de tous les autres appareils supersoniques. Huit appareils ont servi à la mise au point et aux essais. Les appareils de production standard ont très vite suivi derrière. Première livraison au Tactical Air Command de l'Air Force à la base Williams en 1964. C'est là qu'ont été entraînés les équipes au sol et les pilotes qui allaient plus tard assurer la formation du personnel des aviations étrangères acheteuses de l'appareil. Chaque pays qui participait au programme d'assistance militaire et qui recevait des F-5 devait envoyer ses pilotes et ses spécialistes aux États-Unis pour qu'ils y soient formés. Une fois entraînés, ces hommes devenaient instructeurs dans leur pays d'origine. Tous les F-5 utilisés dans le cadre de ce programme étaient aux couleurs de l'US Air Force, même s'ils appartenaient à des pays étrangers. Les premiers entraînements ont commencé en septembre 1964 avec des aviateurs iraniens et coréens. Des pilotes américains qui travaillaient sur ce programme ont eux aussi reçu la même formation. Leur tâche était de conseiller les acheteurs du F-5 sur la manière de l'intégrer dans leur arsenal et de l'utiliser au mieux sur le terrain. Une fois son programme d'essai achevé, également sans problème, le F-5B biplace a commencé à être livré. Il était équipé de double commande, l'instructeur était assis en arrière et au-dessus du cockpit avant. Il pouvait reprendre les commandes à tout moment. Cet avion était destiné à l'entraînement, mais il pouvait être aussi utilisé au combat. Compte tenu du niveau de développement d'un grand nombre de pays clients, le F-5 avait été conçu pour se contenter de terrains de fortune. Sa robustesse et sa stabilité étaient particulièrement adaptées à ce type de situation.
Cet appareil avait ses performances limitées par son côté simpliste, mais pour les pays utilisateurs, c'était le seul avion possible. Il était parfaitement adapté à leur budget et à leur capacité. Il représentait pour eux une force de défense ou d'attaque suffisante. Pour les pays utilisateurs, cet appareil était leur premier avion de combat moderne et efficace. Northrop a eu beaucoup de mal à incorporer à cet avion de petite taille comparé aux autres les systèmes d'armes existants. Leur dimension a imposé une taille minimum en dessous de laquelle il était impossible de descendre. Le F-5 était équipé de 2 canons de 20 mm dans son nez et il pouvait décoller avec 2 fois 280 obus. L'accès à ces canons, leur chargement et leur armement étaient extrêmement simples comme tout le reste dans cet avion. Les opérations se déroulaient à hauteur d'homme. La facilité d'utilisation s'appliquait aussi au réglage des canons. Cela pouvait être fait par une main-d'œuvre peu qualifiée et avec des outils extrêmement simples. Les canons pouvaient tirer 1500 coups à la minute. Une seule salve, même extrêmement courte, pouvait faire des dégâts considérables. Il pouvait aussi être équipé de missiles Sidewinder en bout d'aile. Cela lui donnait une très bonne capacité de défense aérienne. La stabilité et la facilité de contrôle du F-5 donnaient à ces canons une formidable précision. Le F-5B, le modèle biplace, n'était pas équipé de canons, mais il avait comme les autres des points d'attache extérieurs. Il pouvait recevoir toute une gamme d'armements tactiques et des réservoirs supplémentaires extérieurs. Des missiles, des bombes conventionnelles et des bombes au napalm pouvaient être combinés en fonction de chaque mission. Sa charge totale était de 2800 kg. Le F-5 a fait la preuve de ses qualités dans des opérations d'appui tactique. Sa maniabilité excellente à toute vitesse, sa visibilité hors du commun, sa capacité d'accélération et sa stabilité en faisaient un avion d'appui sol et d'interdiction idéal. Au moment de son introduction, en 1964, le F-5 a fait une grosse impression. En 1964 et 1965, il a remporté 85% des compétitions auxquelles il a participé. Ces compétitions avaient lieu aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Le Freedom s'est retrouvé confronté aux meilleurs avions de combat occidentaux. La première commande du département américain de la Défense s'élevait à 71 F-5A et 15 F-5B. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite. Les premiers F-5 ont été mis en service en Iran en février 1965. À la fin de cette année, 5 autres pays étaient déjà livrés. Mais les commandes ont très vite dépassé le cadre des pays qui participaient au programme d'assistance militaire. Les qualités de cet appareil ont poussé bien d'autres pays à l'acheter. Dès 1964, un accord est conclu avec la Norvège et l'Espagne. Ce pays acquiert même une licence de fabrication. Le Canada en achète en 1965 et obtient aussi l'autorisation de le fabriquer sous licence. Au fil des ans, la liste des pays acheteurs n'a cessé de s'allonger.
Cet avion avait été conçu en tenant compte de la loi dite des airs. Selon cette théorie développée par la NASA, le fuselage d'un avion ne doit pas présenter de variation brutale de section. D'autre part, un fuselage étroit au niveau des ailes permet d'augmenter d'autant la surface de voilure. C'est ce qui donne au F-5 sa taille de guêpe et sa forme particulièrement profilée. Même ces réservoirs en bout d'aile ont été conçus en tenant compte de cette loi aérodynamique. Les limitations du F-5 étaient compensées par la puissance et la sophistication de son armement. Avec ses canons et armé de Sidewinders, il faisait un très bon intercepteur. On a aussi développé pour lui un matériel photo. Équipé de réservoirs extérieurs supplémentaires, le F-5 devenait un très bon appareil de reconnaissance à grand rayon d'action. Pour les missions tactiques, avec 4 missiles Bullpup ou 76 roquettes, il avait une très bonne puissance d'attaque au sol. Il suffisait de quelques minutes pour remplir tous ces réservoirs, internes ou externes, et par un seul orifice. C'est un exemple de plus de l'importance donnée par ses concepteurs à sa facilité d'utilisation. Un quart de sa surface était constitué de panneaux d'accès. Cette facilité était encore renforcée par l'installation de ces appareillages dans des racks. Toutes les pièces vitales étaient à portée de main. Les instruments de mesure extérieurs étaient réduits au strict minimum et ils étaient portables, robustes et simples à mettre en œuvre. Comparé à d'autres avions dotés de la même capacité opérationnelle, le F-5 nécessitait un minimum d'entretien. La charge militaire du Freedom représentait 50% de sa masse totale. Cela lui donnait le meilleur rapport charge embarquée sur masse totale de tous les avions de combat supersoniques. Sa très bonne aérodynamique aidait ses réacteurs relativement peu puissants à l'entraîner jusqu'à Mach 1,3. C'étaient ses moteurs et non pas sa cellule qui limitait sa capacité supersonique. Sa cellule était capable de supporter des vitesses bien plus élevées. La puissance limitée de ses réacteurs était son point le plus faible. Mais il ne faut pas oublier que ces mêmes moteurs avaient permis de réaliser un appareil d'une aussi petite taille. L'US Air Force a fini par reconnaître ses qualités pour des opérations d'appui tactique et elle décide de l'essayer dans des conditions de combat réelles au Vietnam. C'est la fameuse opération Scoshy Tiger. 19 exemplaires sont rééquipés aux normes de l'US Air Force en 1965. Ils sont dotés d'un système de ravitaillement en vol, de blindage supplémentaire et de points d'emport largables. Ces versions modifiées sont baptisées F-5C. Ils arrivent au Vietnam le 23 octobre et effectuent leur première mission de combat dans les heures qui suivent. Cette évaluation a duré 150 jours. Les Scoshy Tigers ont opéré plus de 3500 sorties avec une charge militaire de plus de 1100 kg. Ils pouvaient utiliser une grande variété de munitions, mais la plupart des missions se sont faites avec des bombes de 500 ou de 750 livres. Il s'agissait surtout d'opérations d'appui rapproché, d'interdiction au sol, de reconnaissance armée, d'escorte ou encore de combats rapprochés contre des MiG. Les troupes au sol comme leurs pilotes appréciaient les F-5 pour leur stabilité, leur précision et leur fiabilité. Ils avaient un taux de disponibilité exceptionnel. À la fin de la campagne d'essai, chaque vol ne demandait plus que 6h30 de préparation au sol. Les estimations de Northrop étaient de 21 heures et ce chiffre était déjà considéré comme raisonnable. Son taux d'annulation de mission de 1,5% était extraordinairement bas. Avec de tels résultats, l'US Air Force a été obligé de reconsidérer sa position sur le F-5. Il était tentant d'en mettre au point une version modernisée avec des moteurs plus puissants,
et par conséquent un plus grand rayon d'action et une charge embarquée plus importante. Des F5A et B ont été équipés de moteurs plus puissants. On a aussi repensé une bonne partie des variantes proposées aux pays étrangers. Toutes les améliorations possibles ont été incorporées au nouveau projet. Le travail commence en avril 1968, mais tout sera annulé à la fin de 1969 avec l'annonce d'un nouvel appel d'offres pour un successeur au F5 dans le cadre du même programme d'assistance militaire. Northrop va proposer une nouvelle évolution du F5 basée sur l'expérience du Vietnam. Le F5 est finalement choisi pour se succéder à lui-même, mais pour éviter toute confusion et mettre l'accent sur les changements, il reçoit une nouvelle dénomination, F5E pour le monoplace et F5F pour le biplace. À l'automne 1971, on annonce que pour distinguer les nouvelles machines qui avaient profité du travail des Skoshi Tigers, il s'appellera désormais le Tiger II. En japonais, Skoshi veut dire petit, et compte tenu de sa taille, le F5 aurait très bien pu porter ce nom en entier. La présentation a lieu le 23 juin 1972, le premier vol le 11 août. En 8 ans, plus de 1100 modèles A et B sont livrés à plus de 20 pays différents. Pour Northrop, son avion minuscule a été un succès commercial gigantesque. Les moteurs du F5E fournissaient chacun 2250 kg de poussée, 20% de plus que les versions précédentes. Mais une partie de cette puissance additionnelle était absorbée par l'augmentation de son poids. À l'expérience, on s'est aperçu que ces moteurs étaient encore insuffisants pour exploiter toutes les qualités de sa cellule. À fond, la version E pouvait atteindre Mach 1,6, mais il était plus raisonnable d'en rester à des vitesses subsoniques même élevées. La cellule du Tiger était pratiquement la même que celle des versions précédentes. Son fuselage était un peu plus large et ses formes légèrement affinées. Sa conception d'origine était tellement saine qu'il a fallu très peu le modifier. Son fuselage était entièrement métallique avec un revêtement porteur semi-monocoque. Il était pour l'essentiel en aluminium rifté avec quelques éléments en acier ou en titane. Ces ailes étaient construites en une seule pièce pour éviter la rupture de structures d'éléments travaillant beaucoup. À l'exception des nervures en acier qui supportaient son train d'atterrissage et des points d'attache en bout d'aile, il était entièrement construit en aluminium. L'usinage du revêtement de ces ailes se faisait presque complètement chimiquement. Sa puissance offensive a été renforcée par l'addition d'un radar de tir et d'un système de visée par ordinateur. Cet équipement permettait de détecter les cibles, d'évaluer leur distance et de régler automatiquement le pointage du canon. Il permettait aussi de calculer la trajectoire des Sidewinders. Sa précision de tir au sol a elle aussi été considérablement améliorée par un système de stabilisation de roulis. Il a également reçu plusieurs modifications pour améliorer ses performances au décollage, notamment des trappes pour augmenter le flux d'air et un train d'atterrissage à 2 positions pour augmenter son angle d'attaque de 3 degrés. Tous ces changements et ces moteurs plus puissants ont permis d'accroître ses performances au décollage de 30%. Malgré ces modifications, Northrop a pu réutiliser 75% de l'outillage prévu pour les versions précédentes, 40% des pièces de rechange et 70% du matériel d'entretien ont aussi pu être conservés. Les premiers F5E avaient des nez interchangeables qu'on pouvait équiper de systèmes de reconnaissance. Mais en 1978, une version spécifique pour la reconnaissance a été développée avec un nez allongé et toute une série d'équipements supplémentaires. En dehors des appareils photo, il pouvait recevoir un scanner infrarouge latéral et bien d'autres systèmes électroniques ultramodernes.
Le matériel était choisi en fonction des besoins de chaque mission. Le chargement se faisait très vite par palette. La version de reconnaissance, baptisée Tiger Eye, avait conservé les Sidewinders, mais un seul canon. C'est Northrop qui avait financé son développement. Le petit Northrop a fini par former toute une famille d'avions. Les premiers F-5E ont été livrés à la fin de 1973. En 1976, le total des ventes de T-38 et de F-5 dépassait les 3000 exemplaires et des commandes de Tiger II continuaient d'arriver. La fabrication des T-38 s'est arrêtée en 1972 par la livraison à l'US Air Force du dernier des 1189 appareils fabriqués. Le Tiger II, lui, sera encore fabriqué pendant 17 ans. Les derniers modèles E et F ont été livrés à l'armée de l'air de Singapour en 1989. Il y a eu au total 3806 T-38 ou F-5 fabriqués. Le T-38 Talon est la seule version de cet appareil à avoir été déployé en grand nombre par l'US Air Force. Quand il est adopté en 1974 par les Thunderbirds, la patrouille acrobatique de l'US Air Force, il a déjà 15 ans. Il remplace le gros F-4 Phantom. Sa maniabilité et sa précision sont parfaitement adaptées, mais surtout il coûte beaucoup moins cher. Pour les Thunderbirds, 4 T-38 reviennent au même prix qu'un seul Phantom. Le F-5E Tiger II est le modèle qui a donné naissance au plus grand nombre de variantes. Son équipement était fonction des ressources de ses acheteurs. Un grand nombre d'appareils a été vendu en dehors du programme d'assistance militaire. Certains pays, l'Arabie Saoudite par exemple, les achetaient équipés d'une électronique extrêmement sophistiquée. Ils avaient un système de navigation à inertie, un détecteur de radar, un lance-leurre et des missiles Maverick. C'étaient des appareils redoutables. Le Tiger II a pourtant reçu un accueil mitigé. Ses qualités étaient reconnues, mais l'US Air Force ne se décidait toujours pas à passer une commande significative. Elle considérait qu'il manquait encore de puissance. Ce problème venait de la volonté de son constructeur qui tenait à ce qu'il reste un appareil léger. Mais son agilité phénoménale et son comportement s'en trouvaient pénalisés. Beaucoup de spécialistes ne l'aimaient pas car ils considéraient que son manque de puissance restreignait ses capacités. Cette position ne tient pas au vu des résultats obtenus par le F-5 au Vietnam. Un grand nombre de théories émises après la guerre de Corée ont été bousculées par la réalité du Vietnam. Les avions de combat reposaient sur l'idée que les batailles aériennes se feraient à vitesse supersonique et en tirant des missiles à grande distance. Ce concept ne tenait pas compte de la réalité. En fait, il y a eu très peu de combats aériens à vitesse supersonique et à grande distance. Dès qu'un avion en attaque un autre, il est obligé d'effectuer des manœuvres brutales et il perd donc sa vitesse. On se retrouve alors en situation de combat tournoyant, les contacts sont rapprochés, chaque pilote cherchant à garder l'avantage. Dans de telles circonstances, un F-5 est supérieur à pratiquement tout ce qui vole aujourd'hui. L'US Air Force n'a jamais disposé d'un appareil comparable au F-5. Le plus proche est peut-être le MiG-21. Le seul avantage du MiG sur le Tiger est son réacteur plus puissant qui lui permet de dépasser Mach 2. Le MiG est très maniable, mais certaines versions sont très dangereuses. Ce sont deux appareils difficiles à départager, mais le Tiger avait pour lui une électronique plus sophistiquée et un armement plus fiable. Les F-5E vendus ont permis de renforcer les armées de l'air de petits pays un peu partout dans le monde.
Il y a aussi eu des accords de production avec la Suisse et Taïwan. C'était le seul appareil américain à associer efficacité, bas prix et robustesse. Il a complètement transformé la puissance aérienne de pays économiquement faibles en Amérique du Sud, au Proche-Orient et en Asie. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est le nombre d'appareils vendus en Europe de l'Ouest. Ces commandes, comme celles de l'Arabie Saoudite d'ailleurs, ne s'expliquaient pas par le prix de l'appareil. La Norvège, la Suisse ou la Hollande ne sont pas des pays pauvres. Mais ces pays considéraient qu'ils n'avaient aucune raison d'acheter des appareils bien plus gros, bien plus compliqués et bien plus coûteux que le F-5 pour des missions qu'il était tout à fait capable d'accomplir. Il y a même eu un pays communiste utilisateur du F-5. À la chute du Sud-Vietnam, les Nord-Vietnamiens ont capturé 87 F-5 de différents modèles. Ces appareils ont été déployés et utilisés contre la Chine à l'occasion d'incidents de frontières. La dernière version du F-5 est le F-5G. Les moteurs avaient fait beaucoup de progrès depuis la sortie du F-5. Il existait désormais des petits moteurs beaucoup plus puissants. Le F-5 a été modifié pour recevoir le moteur du F-18 qui avait plus de 7 tonnes de poussée. C'était la première fois que le F-5 disposait d'une puissance adaptée à sa cellule. Sa capacité s'en est trouvée considérablement accrue. C'était la première fois aussi qu'il subissait une transformation majeure puisque désormais il n'avait plus qu'un seul moteur. Il a été rebaptisé F-20 Tiger Shark. La puissance supplémentaire fournie par son nouveau moteur a permis aux ingénieurs de Northrop de renforcer son potentiel. Il était plus gros que les versions précédentes, mais il restait tout de même un chasseur de petite taille. Il volait maintenant sans problème à Mach 2. Et tous ces résultats ont été obtenus sans altérer son exceptionnelle maniabilité. Au début, il s'agissait d'un accord entre les États-Unis et Taïwan. Mais il y a eu un veto présidentiel. Northrop a tout de même poursuivi seul la mise au point de cet appareil jusqu'en 1980. Malgré ses qualités, il n'y a eu personne pour acheter le Tiger Shark. Pourtant, avec cette version, il n'y avait plus aucun doute sur les performances du F-5. Il était excellent au décollage, son électronique était ultra moderne et son prix raisonnable. Northrop, faute de commande, s'est retrouvé obligé d'abandonner son appareil. Ce sera la fin de cette famille d'avions. Au fil des ans, en raison de leur qualité, les F-5 et les T-38 se sont retrouvés impliqués dans des événements marquants. Le T-38 était un excellent avion d'accompagnement pour des vols expérimentaux car il était rapide, stable et maniable et il disposait de 2 places. Il a joué un rôle important dans quelques-uns des plus importants projets aéronautiques américains. Quand les pneumatiques de ce XB-70 prennent feu à l'atterrissage, c'est un T-38 d'accompagnement qui prévient son pilote. C'est aussi un équipage de T-38 qui a détecté une fuite sur la navette spatiale au cours de ses essais de vol plané. Pendant les programmes d'essai, les avions d'accompagnement sont très importants. C'est bien plus que des observateurs et des enregistreurs du comportement des appareils essayés. Et ils sont en contact permanent avec le pilote d'essai, et ce sont souvent eux qui l'informent d'incidents que ni lui ni ses instruments ne sont en mesure de détecter. Et parfois, cela peut être capital. On s'est aperçu dès le début que la cellule du F-5 et du T-38 était très stable et très facile à contrôler. Ses capacités acrobatiques pouvaient satisfaire les pilotes les plus exigeants. La NASA s'est équipée de T-38 pour que ses astronautes restent de bons pilotes. Ces petits avions d'entraînement ont aussi permis de répondre à toute une série de besoins très particuliers, entre autres pour le Strategic Air Command, pour l'école de pilotes d'essai, pour la base Eglin de l'US Air Force et pour les Thunderbirds.
Le F-5 a refait surface dans le cadre du programme X-29. Sur ces images, on voit cet avion expérimental à voilure en flèche inversée. Il est accompagné par un T-38. Son fuselage est celui d'un F-5 et son train celui d'un F-16. Son étrange voilure a été conçue pour augmenter son agilité. Le F-5 a été choisi comme base en raison de sa simplicité de construction, de sa robustesse et de ses qualités aérodynamiques. Le X-29 devait servir à jeter les bases de la prochaine génération d'appareils de chasse. Ce n'était que justice que le F-5 y participe à sa façon. Il y a eu une époque où les exercices de combat s'effectuaient au sein même de chaque escadrille. Mais les pilotes se retrouvaient ainsi face à des adversaires qui utilisaient le même avion et les mêmes tactiques de vol qu'eux. Un tel scénario était parfaitement invraisemblable. Pour y remédier, l'US Navy a mis au point un programme, le DACT, le Dissimilar Air Combat Tactics, ce qui veut dire tactique de combat aérien dissemblable, un programme beaucoup plus connu sous le nom de Top Gun. Il devait permettre de reproduire le plus fidèlement possible les conditions réelles de combat. Les États-Unis ont fini par se retrouver avec un stock de F-5, des appareils prévus pour le Sud-Vietnam qui entre-temps s'était écroulé. Ces 70 appareils ont formé la base des escadrilles d'agresseurs de l'US Air Force pour son programme Red Flag, un exercice équivalent au Top Gun de la Navy. Les F-5 avaient l'avantage d'être comparables au MiG-21. Ces exercices se déroulaient sur la base Nellis de l'Air Force. Les équipages devaient faire face aux mêmes difficultés de mise en place et d'organisation que dans la réalité. It's important because they find out what these planes can do in a wartime situation, and that's good practice for both the crew chiefs of the planes and the air crew. Aux mains des Red Flags, les F-5 ont affronté pratiquement tous les avions de combat occidentaux. Les pilotes agresseurs, qui avaient beaucoup d'expérience, sont devenus des spécialistes. Il faut admettre que parmi tous les avions utilisés pendant les dernières années, aucun n'a démontré une réelle supériorité face aux Tigers. Copy that, Bandit now 15036, still tracking north. Contact now 30 degrees left at 25. Split off to the north, Buck, you got 1225 for 13, and the other one's 5 miles north of him. Okay, I got the north guy. Watch for that guy to the other side there, Buck, thanks. Roger, Buck. Okay, Fang, you go after the guy to the south. He's 230 for 10, coming at you. I got him, because it hasn't hit this time. So we got some F4 is north of Felicia Peak. We got the Bandits 150 for 40 miles. We may try to hit over that way. You headed south now. That's firm. We're steady about 170. Okay, the lead just went in a right-hand turn to south. Come hard left, 180. Check on the nose a mile. You got a bogey. 6 o'clock for 6,000 feet. Right. Keep the turn in. We're coming around hard on him. Okay, got it. Yeah, I'm going left. Somebody pick him up. Roger, he's off us. He switched. Reverse back. Come back left. Au cours de ces exercices, on opposait aux Tigers les escadrilles équipées des meilleurs appareils et les mieux entraînées. La mesure électronique du résultat de ces affrontements donne bien sûr l'avantage à des appareils tels que le F-15 ou le F-14, qui sont des machines redoutables comparées au F-5. Mais l'écart n'est pas très grand. Et si on compare le nombre de destructions au prix de chaque appareil, le résultat est tout autre. Les exercices Red Flag avec des F-5 ont permis de démontrer qu'une aviation équipée de Tigers obtenait la supériorité et de loin sur n'importe quelle autre aviation de même valeur financière. Et cela était vrai même contre des appareils bien plus modernes que le petit Northrop.
Cela permet de regarder le F-5 sous un jour beaucoup plus favorable et de réfuter les critiques trop souvent faites à l'égard de cette famille d'avions pourtant exceptionnelle.